Bonjour. À partir d'aujourd'hui, nous allons vous présenter une série de diaporamas qui tous vont aborder la question des eaux de la lagune de Thau-Ingrill. Mais bien sûr, avant d'aborder les enjeux et les zones d'ombre de ce qui pourrait s'apparenter à une guerre de l'eau face à l'importance des besoins et des conflits entre usagers, nous allons d'abord nous intéresser au cours de ce premier épisode au fonctionnement normal et notamment aux résultats de l'étude particulièrement brillante publiée sur l'ensemble des médias par le BRGM, Bureau de recherche généalogique et minière, en collaboration avec le syndicat mixte du bassin de Thau. Alors bien sûr, il s'agissait sans doute depuis longtemps d'un équilibre assez précaire, mais qui pourrait bien être en rupture avec le changement climatique. En tout cas, il était important d'avoir une base solide de nos connaissances de l'existant. Alors, sur la diapositive suivante, nous le savions bien sûr depuis longtemps, l'hydrogéologie du bassin de Thau-Ingrill est un cycle de l'eau particulièrement complexe et principalement souterrain. De ce fait, il était assez mal connu. Dès 2019, le BRGM avait publié dans le cadre de cette étude des motos un bilan de l'existant et ce rapport insistait bien sûr sur l'importance de son axe principal, l'impluvium avic de Montbazin ou bassin de Gijan, qui se situe entre à l'ouest Locos-Aume-l'Amour, qui correspond en fait à la grande réserve phréatique du pli karstique ouest, et au sud-est le massif de la Gardiole qui domine Frontignan et la mer. Alors cet impluvium avic de Montbazin, il met bien en relation du nord au sud Locos d'Omla au nord pour le A, puis la Veine pour le V, résurgence intermittente qui émerge sur la commune de Cournon-Sec, puis la Veine descend progressivement, traverse Montbazin et va descendre progressivement jusqu'au lieu dit Isanka, charmant petit parc au pied ouest de la Gardiole qui correspond en fait à un champ captant des eaux de la ville de Sète, sur lequel a été également installée une station de jaugeage de mesure des inondations. Enfin, le C correspond à la source Covy, qui se trouve dans la zone thermale de Balaruc. Alors, si l'on dit volontiers que l'Égypte est un don du Nil, dont les crues permettent une production agricole sur ses berges, la lagune de Thau n'est-elle pas elle aussi un don de la Veine? La Veine est en effet la principale ressource en eau du bassin versant de la lagune de Thau, et ces crues, lors des épisodes méditerranéens, traduisent essentiellement un signe de bon remplissage des nappes phréatiques, notamment dans le pli karstique ouest. À savoir que les inondations de Montbazin font peut-être le bonheur des consommateurs d'eau en aval. Diapositive suivante. Cette figure est tirée de la synthèse préliminaire de l'étude des motos dans son rapport final de juin 2019 et elle permet de bien localiser l'axe essentiel de l'impluvium avic qui va traverser donc l'impluvium, le bassin de Montbazin-Gijan. Alors au nord, le A du Cos d'Omla, puis V, la résurgence de la Veine sur la commune de Cournon-Sec. Son lit va peu à peu descendre en traversant souvent à sec la commune de Montbazin, puis progresser en direction de la plateforme d'Isanka. Cette plateforme d'Isanka est située juste au sud de la D6 entre elles, déjà sur la commune de Balaruc, et va précéder sur sa gauche la crique de l'Angle où va arriver la Veine dans la lagune de Thau et se poursuivre ensuite en direction du C, de la source Covy située dans la zone thermale de Balaruc. Diapositive suivante. Alors, la Veine n'est-elle utile que par ses crues de surface lors des épisodes méditerranéens? C'est vrai que chacun peut aller constater, au niveau de son émergence sur la commune de Cournon-Sec, que les fortes pluies d'automne font bouillonner ce champignon d'eau tumultueuse qui va ensuite dévaler le lit de la rivière en direction d'Isanka. Par contre, il est bien connu que les eaux restent peu en surface et vont très vite pénétrer dans le réseau karstique, notamment au niveau du Grand Pli karstique ouest. Et ce schéma remarquable établi par le BRGM montre qu'en réalité, ce sont les eaux souterraines qui vont essentiellement alimenter la nappe aquifère sous la lagune de Thau et qui va effectivement démontrer l'existence de flux souterrains venant par la veine souterraine en direction
d'Isanka et de la Vise. Sur la diapositive suivante, ce très beau travail publié tout récemment par le BRGM confirme qu'il existe un autre impluvium avique, cette fois-ci souterrain, et que la veine est finalement une ressource majeure pour l'aquifère karstique situé sous la lagune de Thau. À droite, venant du Causse d'Omla, les eaux des épisodes méditerranéens viennent infiltrer les nappes phréatiques. Et si la veine peut en témoigner du bon remplissage des cavités karstiques par sa résurgence, elle est surtout à l'origine de flux souterrains qui vont descendre progressivement dans cet aquifère souterrain et aller en direction de la source d'Isanka, mais également de la faille de la Vise. Et puis peut-être aussi la source Covy est-elle cette petite pointe sous étang de Thau, avant d'arriver plus au sud encore en direction de Sète. Sur cette diapositive, se doutait-on en 1971 de l'importance de cet axe avique souterrain menant en direction de la lagune de Thau et du gouffre de la Vise? Sans doute pas, car très rapidement, face à l'importance des besoins en eau, des évaluations puis des captages ont été installés au niveau de cette résurgence. Vous voyez maintenant en période de sécheresse cette canalisation ou ce tubage qui sont à l'origine de cette résurgence en champignons vue sur la diapositive précédente. Et puis ces canalisations se poursuivent tout le long de la veine qui est canalisée jusqu'à la plateforme d'Isanka. Sur la diapositive en bas à droite, vous voyez cette canalisation qui traverse l'allée correspondant au cours de la veine à proximité de la plateforme de jaugeage. Voilà, vous trouvez également les références de ce rapport qui raconte tout depuis 1971. Alors, a posteriori, la question se pose, ces captages ont-ils été excessifs? Peuvent-ils expliquer l'assèchement du lac de Gélargues à Montbazin, puis l'abandon du champ captant d'Isanka? Et qu'en est-il des relations entre les flux de la veine et l'inversac de la Vise? Sur la photo en bas à droite, c'est une photo de mémoire de Montbazin montrant les baignades de visiteurs belges en 1940. Et puis à gauche, cette très belle photo de la source de la Vise en plein bouillonnement, photo issue du site du SMBT. Sur la diapositive suivante maintenant. C'était l'objectif principal de l'étude des motos. Il s'agissait d'étudier le fonctionnement de la source de la Vise, cette émergence d'eau douce à proximité des rives de Balaruc. Cette émergence d'eau douce est essentielle car elle permet, par son apport d'eau douce, de réduire la salinité des eaux de la lagune. Par contre, à l'inverse, et sans que l'on comprenne vraiment pourquoi, il peut arriver que les courants s'inversent et que, cette fois-ci, les eaux salées de la lagune viennent intruser les nappes phréatiques sous-jacentes, les rendant impropres à la consommation du fait de leur salinisation. De nombreuses recherches ont permis de montrer qu'il s'agissait en réalité d'un véritable gouffre, une faille géologique tout à fait naturelle qui ouvrait une communication entre les eaux salées de surface et les eaux douces de la nappe phréatique souterraine. En quelque sorte donc un jeu de vases communicants entre les apports d'eau douce et les descentes inappropriées d'eau salée dans les eaux douces souterraines. La diapositive suivante permet de mieux comprendre ce jeu de vases communicants entre veine et Vise. En situation normale, à droite, c'est la pression des nappes phréatiques souterraines qui permet l'émergence d'eau douce dans les eaux salées de la lagune pour leur plus grand bénéfice, puisqu'elles en atténuent la salinité.
À l'inverse, lors des inversacs, la pression des nappes phréatiques est sans doute insuffisante pour empêcher l'intrusion des eaux salées de la lagune dans les nappes phréatiques, les rendant trop salines et impropres à la consommation. Alors bien sûr, on dira que c'est le changement climatique, que les nappes phréatiques ont baissé partout en France du fait de la sécheresse. La canicule n'a pas provoqué, ces habituelles retombées orageuses d'automne qui remplissaient les nappes phréatiques et faisaient déborder la veine en surface, mais la remplissaient également en souterrain. Si nous ne voulons pas perdre la totalité de nos ressources en eau potable, faut-il, forer encore plus profondément au risque, de permettre l'intrusion d'eau salée dans les nappes les plus profondes? En tout cas, l'étude va certainement se poursuivre par, des priorités à donner à tel ou tel captage, fût-il, déclaré ou non. Et ceci sans aborder, dès à présent la question de la qualité des eaux et de leurs pollutions éventuelles, que nous verrons ultérieurement. Sur la diapositive suivante, de nouvelles vues aériennes par Google Maps permettent de mieux appréhender les relations de proximité entre Veynes et Vise. À gauche, tout en haut, nous voyons l'arrivée de la Veyne dans la lagune de Thau au niveau de la crique de l'Angle, entre Poussant à gauche et Ballaruc-le-Vieux à droite. Puis au milieu, tandis que les eaux de la Veyne poursuivent leur chemin dans la lagune, à droite au milieu de son cercle rouge, il s'agit du gouffre de la Vise, et tout à fait à droite nous en voyons la taille impressionnante à proximité des rives de Ballaruc-les-Bains. Entre alevinage, eau thermale ou diverses fonctions, la question des usages de ces différents sites ne sera pas abordée dans cette présentation. Alors, en guise de conclusion pour ce premier épisode, il est essentiel de souligner l'importance des résultats de cette enquête, qui permet d'ores et déjà de jeter les bases d'une meilleure compréhension et donc d'une meilleure utilisation des ressources en eau. Ces résultats peuvent bien sûr expliquer les erreurs du passé par méconnaissance des flux souterrains et surtout de leur interdépendance. Bien sûr, les monts basinois seront sans doute surpris de découvrir que l'avic de surface est doublé d'un avic souterrain encore bien plus important, qui explique notamment la correction des inversacs de la Vise quand ils sont inondés par les crues de leurs veines. Il est bien connu que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Par contre, si cette étude est centrée sur cet axe majeur avic de la ressource en eau, a-t-elle tout dit d'autres axes accessoires potentiels? A-t-elle tout dit de tous les forages et captages déclarés ou non? Enfin, qu'a-t-elle dit ou que pourra-t-elle dire des sources potentielles ou connues de pollution diverses? Il faut le savoir, nos conchyliculteurs sont à leur corps défendant nos vigiles sanitaires. Les noroviroses les ont lourdement pénalisés il y a maintenant plus d'un an, et c'est maintenant le tour des ostréiculteurs de l'Ouest. Mais tous le savent, ce sont bien les dysfonctionnements des assainissements qui sont unanimement reconnus comme étant la cause première de toutes ces contaminations des huîtres et leur origine humaine. Ne nous montre-t-il pas le bon chemin, celui de la parole de vérité, pour que des actions de prévention soient sérieusement entreprises sans tarder? Les ostréiculteurs de l'Ouest viendront-ils au secours des ostréiculteurs du Midi? En tout cas, nous le souhaitons vivement pour 2024.